Le souffle coupé. C'est tout ce dont je me souviens, ce moment où le monde entier a retenu son souffle. Moi aussi d'ailleurs, mes pieds foulaient le marbre glacé de l'escalier monumental du Grand Palais, chaque pas un écho à la colère qui bouillonnait en moi. Les flashs crépitaient, aveuglants, impitoyables. Je n'avais rien ressenti de tel depuis toujours, je crois. C'était le gala Obsidienne, la soirée la plus exclusive de Paris, et j'étais là, au bras de Pierre Delacroix. Mais je n'étais pas là pour danser. Julien, mon ex-mari, l'homme que j'avais aimé, construit, adulé pendant 20 ans, était en bas, le visage figé. À ses côtés, Sophie, la petite chose écervelée qu'il me préférait, portait une robe Dior rose bonbon, tout en plumes. C'était une robe magnifique, techniquement, mais sur elle et dans ce lieu qui célébrait l'obscurité élégante, elle criait juste « Regardez-moi, je suis désespérée ». Tandis que moi, dans cette robe signée Henri Vasseur, le noir le plus profond imaginable, j'étais l'abysse, une silhouette sculpturale qui absorbait la lumière, une déchirure dans la réalité. Le collier, le cœur de la furie, une cascade de diamants bruts menant à un rubis sanglant de la taille d'un œuf de pigeon, pulsait sur ma gorge. C'était une déclaration de guerre, silencieuse et dévastatrice. Comment en étais-je arrivé là? La mémoire est une chose drôle. On se souvient des détails insignifiants, l'odeur du café brûlé, ce matin-là, le frisson du vent sur la peau, mais les moments cruciaux, ceux qui brisent tout, peuvent se brouiller. Je devais retourner en arrière, avant ça, loin de ce chaos, loin des flashs, loin de ce sentiment de renaissance ou de destruction, je ne savais pas encore. C'était quelques jours plus tôt, au Jardin des Tuileries, un restaurant de toit avec une vue imprenable sur le Louvre et la Seine. Un de ces endroits où l'eau minérale coûte plus cher que mon loyer étudiant de l'époque, et où le silence était assourdissant, lourd de jugements inavoués. Julien était là, assis à la table centrale, son fauteuil de puissance surplombant la ville. 45 ans, il incarnait l'argent frais et tapageur. Des dents plaquées d'un blanc aveuglant, un costume Tom Ford sur mesure à 12 000 € et au poignet, une Patek Philippe Nautilus dont chaque tic-tac représentait des millions. PDG de Pendergrass Tech, une entreprise que nous avions portée au sommet. À côté de lui, Sophie. 24 ans, un mannequin Instagram avec 3 millions d'abonnés, une personnalité fabriquée pour les algorithmes d'engagement. Elle arborait une mini-robe Versace rouge vif qui hurlait à l'attention, ses ongles longs et pointus tapotant sans relâche sur son iPhone. Et en face, eh bien, il y avait moi. Mary Pendergrass, 42 ans. Un pull en laine beige, un pantalon noir pratique, des chaussures plates. Mes cheveux attachés en un chignon simple, un peu désordonné. Pas de botox, pas d'acide hyaluronique. J'étais exactement ce que j'avais été pendant 20 ans. Une femme qui avait travaillé 18 heures par jour pour aider son mari à bâtir une entreprise, d'un petit garage en Alsace à un gratte-ciel parisien. Julien, avais-je dit, ma voix calme, basse. Je détestais ces déjeuners publics. Il faut qu'on parle de la réunion du conseil mardi. Les actionnaires sont inquiets de l'acquisition de la firme DISA. Les chiffres ne collent pas. Julien n'avait même pas levé les yeux de son menu, qu'il lisait comme un texte sacré. « Tu t'inquiètes trop, Marie. C'est pour ça que tu as l'air si fatiguée tout le temps. » Un sourire en coin, à peine perceptible. C'était son arme secrète, ce mélange de paternalisme condescendant et de mépris voilé. Je sentais mes muscles se tendre. Sophie avait pouffé, cachant sa bouche avec une main ornée d'un bracelet de diamant que Julien lui avait offert la semaine précédente. Un bracelet dont je savais qu'il coûtait 45 000 €, car c'était moi qui gérais les comptes du ménage. « Oh mon Dieu, Julien !» avait-elle gazouillé, sa voix perçante transperçant le doux jazz ambiant. « Elle parle encore de boulot. Je croyais que tu avais dit qu'elle était comme à la retraite. On dirait mon comptable.
mais habillée comme ma grand-mère. Je m'étais raidi. Ma main serrait mon verre d'eau si fort que mes jointures blanchissaient. Je suis la directrice financière de l'entreprise, Sophie. Techniquement, je suis la patronne de ton patron. Elle avait levé les yeux au ciel, se penchant pour chuchoter bruyamment à Julien. Elle doit vraiment venir au gala Obsidienne ce week-end? Sérieusement, Julien, il y aura plein de presse. Vogue sera là. Tu veux vraiment te tenir à côté de ça? Elle avait fait un vague geste vers mon pull beige. Ça sent la naphtaline et la dépression. Julien avait enfin levé les yeux. Son regard n'était pas aimant. Il était calculateur. Il me regardait comme on regarde un actif déprécié, une pièce de matériel obsolète qui ralentit son nouveau système d'exploitation élégant. « Sophie a raison, Marie, » avait-il dit froidement. « Le gala Obsidienne, c'est une question d'image. C'est l'avenir. Tu représentes le passé, les années de galère. Je ne veux pas qu'on me les rappelle. » Les années de galère, ma voix avait tremblé légèrement. J'avais codé l'algorithme original, Julien. J'avais vendu la bague de fiançailles de ma mère pour payer notre premier serveur. Je ne suis pas juste le passé. Je suis la fondation. Les fondations sont faites pour être enterrées, avait interjeté Sophie avec un sourire narquois. Le serveur était arrivé avec une bouteille de Dom Pérignon. Il avait fait sauter le bouchon, le son résonnant comme un coup de feu. Au moment où il versait, Sophie avait voulu prendre son verre, mais elle avait maladroitement cogné son coude vers l'extérieur. Le verre entier de champagne, collant, doux et froid, avait éclaboussé directement sur ma poitrine. La laine beige l'avait absorbé instantanément, virant un brun foncé et boueux. Le restaurant était devenu silencieux. Oups! Sophie avait piaillé sans la moindre conviction. Elle n'avait pas cherché de serviette. Elle avait couvert un rire d'une toux. C'est ma faute, mais honnêtement, c'est une amélioration. Au moins maintenant, la tenue a un peu de couleur. J'avais haleté, le liquide froid s'infiltrant jusqu'à ma peau. J'avais regardé Julien, attendant qu'il me défende, attendant que l'homme que j'avais aimé pendant 2 décennies me tende une serviette, qu'il réprimande sa maîtresse, qu'il montre une once de décence. Julien avait juste soupiré. Il avait fait signe au serveur pour l'addition. « Va te nettoyer, Marie, » avait-il dit, sa voix plate, dénuée de toute émotion. « Tu fais une scène. Les gens nous regardent. » « Il a raison, » avait ricanaillé Sophie, sortant son téléphone pour prendre un selfie subtil avec la tache humide en arrière-plan. « Tu as l'air d'un chien mouillé. Tu devrais peut-être juste rentrer à la maison. Julien et moi avons des courses à faire de toute façon. On doit lui trouver une cravate qui va avec ma robe pour le gala. » Je m'étais levé. Je tremblais, pas du froid du champagne, mais d'une rage si pure et incandescente qu'elle me donnait l'impression de pouvoir incendier le restaurant. J'avais regardé Sophie, puis Julien. « Tu penses que les vêtements font la femme, Julien? » avais-je murmuré. « Je pense que les vêtements montrent qui a sa place dans ce monde et qui ne l'a pas, » avait répondu Julien, me tournant le dos. « Et toi, ma chère, tu n'as plus ta place depuis longtemps. » Je m'étais retourné et j'étais sorti. Je n'avais pas couru. Je n'avais pas pleuré. Mais en passant devant la vitre réfléchissante de l'entrée, j'avais aperçu mon reflet. J'avais vu la tache, j'avais vu les yeux fatigués. Et pour la première fois en 20 ans, je n'avais pas vu une partenaire. J'avais vu une imbécile. Mais Julian Pendergrass avait commis une erreur fatale. Il avait supposé que mon silence était une faiblesse. Il avait oublié que les tempêtes les plus dangereuses commencent toujours par une baisse de pression. L'appartement terrasse de l'avenue Montaigne était habituellement mon sanctuaire. Cette nuit-là, il ressemblait à une morgue. Je m'étais douché, frottant le champagne de ma peau jusqu'à ce qu'elle soit à vif et enfilé un peignoir de soie. J'étais assise dans le salon obscur, contemplant le panorama parisien. L'ascenseur avait sonné à 23 heures. Julien était entré, sentant le cognac cher et le parfum écœurant de Sophie, Chanel & Dersink, appliqué trop généreusement, dépourvu de la subtilité que le parfum exigeait. Il ne s'attendait pas à me voir assise là.
Il avait desserré sa cravate, jetant ses clés sur la console en marbre italien à 80 000 €. Je croyais que tu serais endormi, avait-il grommelé. Il faut qu'on parle du gala, avais-je dit, allumant une seule lampe. La lumière projetait de longues ombres sur mon visage. Julien avait gémi, se frottant les tempes. Marie, laisse tomber, tu n'y vas pas. Je dois y aller, avais-je dit calmement. Je suis au conseil d'administration de l'association caritative. Mon nom figure sur l'invitation. Julien. Monsieur et Madame Pendergrass. Julien s'était dirigé vers le bar et s'était versé un scotch. Il avait pris une longue gorgée avant de se tourner vers moi. L'expression sur son visage était un mélange de pitié et d'agacement. Le regard que l'on donne à un enfant qui ne comprend pas les règles d'un jeu. C'est justement de ça que je voulais te parler, avait dit Julien. Il avait fouillé dans sa veste de costume et en avait sorti une épaisse enveloppe couleur crème. Il l'avait jetée sur la table basse devant moi. Elle avait atterri avec un bruit sourd. « Qu'est-ce que c'est ?» avais-je demandé, bien que mon intuition me l'ait déjà dit. « C'est un accord post-nuptial, » avait dit Julien, et une stratégie de retrait. Je fixais l'enveloppe. Retrait de l'entreprise, du conseil, de nous? « Écoute, Marie, » avait dit Julien, sa voix prenant de l'assurance. « Nous avons eu une belle histoire, mais soyons réalistes. Je suis un milliardaire maintenant. Je suis en couverture de Forbes. J'ai besoin d'être vu avec de l'énergie, de la jeunesse, du style. Sophie comprend la marque. Toi, tu découpes encore des bons de réduction dans ta tête. J'ai bâti la marque, avais-je dit, ma voix s'élevant. J'ai écrit le code qui a généré le premier million. J'ai géré les livres quand nous étions presque en faillite en 2008. Tu me renvoies de mon propre mariage. Je t'offre un arrangement très généreux, avait compté Julien. 50 millions d'euros. La maison de campagne en Normandie. Tu peux y aller, planter un jardin, lire tes livres, être à l'aise. Mais la ville, le gala, l'entreprise, c'est mon monde maintenant. Il avait pris une autre gorgée de scotch. Sophie ira au gala comme ma partenaire. J'ai déjà informé le comité de changer le plan de table. C'est fait, Marie. Je m'étais levé lentement. J'avais pris l'enveloppe. Je ne l'avais pas ouverte. Je la tenais juste, sentant le poids de 20 ans de trahison compressé dans ce papier. Tu me remplaces par une fille qui pense que le Dow Jones est un rappeur, avais-je dit. Je te remplace par quelqu'un qui est belle sous les projecteurs, avait rétorqué Julien sèchement. Arrête de rendre ça plus difficile que ça ne doit l'être. Prends l'argent. Va en Normandie. Ne te couvre pas de ridicule en essayant de te battre. Tu ne peux pas gagner. J'ai les avocats, j'ai la presse et j'ai l'argent. Il s'était dirigé vers la chambre, s'arrêtant sur le seuil. « Oh, et Marie, s'il te plaît, sois partie d'ici demain après-midi. Sophie veut déménager quelques-unes de ses affaires avant le gala. Elle a besoin d'espace dans le placard pour sa robe. C'est une Dior sur mesure. Tu ne comprendrais pas la haute couture, mais crois-moi, elle a besoin d'espace. » Il avait fermé la porte de la chambre. Je me tenais dans le silence du salon. Je regardais l'enveloppe. 50 millions d'euros. C'était beaucoup d'argent pour la plupart des gens. Pour moi, c'était une insulte. C'était de l'argent du silence. Je m'étais dirigé vers la cheminée. D'une main ferme, j'avais jeté l'enveloppe non ouverte dans les braises mourantes. J'avais regardé le papier se recroqueviller et noircir, la crème se transformer en cendre. Julien pensait que la bataille était une question d'argent. Il pensait que c'était une question de qui était la plus belle dans une robe. Il ne savait pas que j'avais un numéro de téléphone dans ma liste de contacts que je n'avais pas composé depuis 15 ans, un numéro simplement étiqueté HV. J'avais pris mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. J'avais composé. Ça avait sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Une voix avait répondu. Elle était rauque, française, et semblait ne pas avoir dormi depuis une décennie. « Allô, Henri ?» avais-je dit, ma voix se transformant en acier. « C'est Marie, la muse. » Il y avait eu une longue pause à l'autre bout, puis une inspiration nette.
Madame le fantôme des podiums, c'est une éternité. J'ai besoin d'une faveur, Henri, avais-je dit, ficelant la porte fermée de la chambre. J'ai besoin d'une robe, mais pas n'importe quelle robe. J'ai besoin d'une arme. Pour quelle occasion? Avait demandé le designer, son intérêt piqué. Le gala obsidienne, avais-je répondu. Je pars en guerre, Henri, et j'ai l'intention de raser le champ de bataille. À l'autre bout du fil, Henri Vasseur, le designer reclus qui avait interdit Vogue à ses défilés et refusé d'habiller la royauté hollywoodienne, avait poussé un rire sombre et ravi. Alors venez à Paris ce soir, ma chère. Nous avons du travail. Ce moment, c'était le point de non-retour. La décision était prise. Mais c'était tellement plus compliqué que ça, n'est-ce pas? On voit souvent ces histoires de revanche où la femme trahie se relève d'un coup, forte et déterminée. Mais la vérité, c'est que la force, elle est souvent pleine de doutes. La certitude, ce n'est pas humain. Chaque pas que j'ai fait ensuite, chaque appel, chaque choix, était une lutte. Une partie de moi avait peur, une autre était animée d'une rage froide, et une troisième se demandait si je n'étais pas juste en train de détruire ce qui restait de moi. J'avais vendu la bague de fiançailles de ma mère pour Julien. J'avais littéralement donné une part de mon âme, et maintenant, cette part était vide, brûlée. Était-ce une vengeance juste ou juste une autodestruction un peu plus élaborée? J'avais l'impression de marcher sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Le vertige était constant. Chaque décision était lourde. Mais cette lourdeur, je l'ai acceptée. Il le fallait. C'était le seul chemin possible. Julien Pendergrass s'était réveillé le lendemain matin dans un appartement terrasse vide. Le placard était à moitié vide. Les pulls beiges, les pantalons pratiques, les chaussures sensées avaient disparu. Il avait souri en sirotant son café. Il avait supposé que Marie avait compris le message et s'était retirée à la maison de campagne en Normandie pour panser ses plaies et planter des hortensias. Il avait envoyé un texto à Sophie. « La méchante sorcière est partie. Le château est à toi. » Il n'avait aucune idée que Marie n'était pas en Normandie. Elle était actuellement à 30 000 pieds, dans un jet privé, en route pour Paris. Julien avait commis une erreur de calcul critique. En tant que directrice financière, je ne gérais pas seulement les comptes de l'entreprise. Je connaissais chaque faille, chaque compte offshore et chaque actif caché. J'avais un trésor de guerre personnel, un compte séparé que j'avais constitué pendant 20 ans grâce à mes propres honoraires de consultante et à des dividendes d'actions précoces que je n'avais jamais mélangés avec les fonds de Julien. Il contenait des liquidités substantielles, assez pour acheter une petite île, ou, dans ce cas, assez pour acheter une résurrection. J'avais atterri au Bourget alors que le soleil se couchait sur Paris. Une Mercedes Maybach noire m'attendait sur le tarmac. « Madame Pendergrass » avait hoché la tête le chauffeur. « Mademoiselle Vasseur vous attend. » 30 minutes plus tard, la voiture s'était arrêtée devant une lourde porte en fer couverte de graffitis, sans prétention, dans le marais. Il n'y avait pas de signe, pas de sonnette. Pour le passant ordinaire, cela ressemblait à un entrepôt abandonné. Pour les quelques élites qui le savaient, c'était le sanctuaire d'Henri Vasseur, le seul homme de la mode qui avait refusé d'habiller la reine d'Angleterre parce qu'il n'aimait pas l'éclairage de Buckingham Palace. J'avais frappé 3 fois. La lourde porte avait grincé en s'ouvrant. Henri était là. Il avait 70 ans, portait un kimono de soie et fumait une fine cigarette noire. Ses cheveux étaient une masse de blanc, ses yeux derrière des lunettes rondes teintées étaient aussi aiguisés que des aiguilles. « La muse revient », avait murmuré Henri, la fumée s'échappant de ses lèvres. Il m'avait fait entrer et avait verrouillé la porte. L'intérieur était une caverne de merveilles. Des rouleaux de soie rares, du velours vintage des années 1920 et des mannequins drapés de tissu qui ressemblaient à du métal liquide remplissaient l'espace. « J'ai vu la photo », avait dit Henri me conduisant à un canapé en velours. « Celle que cette fille, cette chose en plastique a postée, avec toi dans le poule taché. » Ça a fait le buzz, avais-je dit,
ma voix stable. Ils m'appellent la déafie ringarde. Des mèmes, des blagues. L'action de Julien a même augmenté parce que le marché pense qu'il se débarrasse enfin du poids de mort. Henri avait craché par terre. Philistins, Julien est un costume. Il voit une femme comme un accessoire. Nous allons faire de vous l'événement principal. Il avait commencé à tourner autour de moi, un maître ruban à la main, ses yeux scrutant ma silhouette. J'avais perdu du poids à cause du stress, mais ma structure osseuse était élégante, statuaire. Le gala obsidienne, avait médité Henri. Tout le monde sera en paillettes, en or et en argent, essayant de ressembler à des boules disco. Nous ne ferons pas de paillettes, Marie. Nous ferons l'obscurité. Il avait tiré un rouleau de tissu d'un coffre-fort verrouillé. Ceci, avait dit Henri en caressant le tissu, est de la soie vore. Je l'ai fait tisser dans un monastère du Luberon. Il absorbe 99% de la lumière. Il est plus noir que la nuit. Quand vous le porterez, vous aurez l'air d'un vide dans la pièce. Un trou noir qui consume tout ce qui l'entoure. Et la coupe? Avais-je demandé. Sévère, avait dit Henri, fendant l'air avec sa main. Un décolleté plongeant dangereusement mais avec des manches qui suggèrent la royauté. Et le dos sera entièrement ouvert. Mais nous avons besoin d'autre chose. Quelque chose qui crie « Je ne suis pas brisé ». Il s'était dirigé vers un coffre-fort mural, avait tourné la molette et en avait sorti une boîte en velours. À l'intérieur reposait un collier qui m'avait fait haleter. C'était un ras de cou de diamants noirs bruts, non taillés, dégoulinant dans un seul rubis massif, rouge sang, de la taille d'un œuf de pigeon. Le cœur de la furie, avait souri Henri. Je l'ai conçu pour une tsarista russe qui n'a jamais pu le porter parce que la révolution a éclaté. Il attendait une femme avec assez de colère pour le porter. J'avais touché les pierres froides. C'est parfait. Mais Marie, avait dit Henri en m'arrêtant. Il avait retiré ses lunettes, me regardant dans les yeux. La robe n'est que du tissu. Les bijoux ne sont que des pierres. Si vous entrez dans ce bal avec la posture d'une victime, vous ne serez qu'une victime dans une jolie robe. Vous devez entrer là-dedans comme si vous possédiez le bâtiment, comme si vous possédiez Julien. Je ne veux pas seulement le posséder, Henri, avais-je dit, mes yeux reflétant le rubis rouge. Je veux le ruiner émotionnellement et publiquement. Bien, avait souri Henri. Alors nous avons 48 heures. Levez-vous. Nous devons ajuster le corsage. Pendant qu'Henri opérait sa magie, j'avais un autre appel à faire. Une robe était une déclaration. Mais dans un gala de la haute société, le statut d'une femme était souvent malheureusement mesuré par la personne à son bras. Je ne pouvais pas entrer seul. Cela aurait l'air de la défiance, mais aussi de la solitude. Je devais entrer avec quelqu'un qui ferait sentir à Julien Pendergrass qu'il était très, très petit. J'étais assise dans l'atelier, le son des machines à coudre ronronnant en arrière-plan, et regardais mon téléphone. Je faisais défiler des amis qui m'avaient déjà ghosté depuis que la nouvelle de la rupture avait fui. Je m'étais arrêté sur un nom que je savais que Julien craignait plus que le fisc. Pierre Delacroix. Pierre était un capital risqueur britannique, un requin qui avait essayé de racheter Pendergrass Tech 5 ans auparavant. Julien l'avait repoussé, s'était moqué de lui dans la presse et l'avait traité de « raider corporatif de seconde zone ». Pierre n'avait jamais riposté publiquement. Il avait simplement attendu. Je savais quelque chose que Julien ignorait. Je savais que Pierre avait été celui qui avait secrètement financé la start-up d'IA que Julien tentait d'acquérir. Si Julien savait que Pierre était impliqué, l'accord tomberait à l'eau. J'avais composé. Delacroix. Une voix grave et nette avait répondu dès la première sonnerie. Pierre, c'est Mary Pendergrass. Une pause, Vanny. Marie, j'ai entendu parler de la restructuration de votre mariage. Mes condoléances, ou peut-être des félicitations s'imposent-elles. Je préfère la seconde option, avais-je dit. J'ai une proposition pour vous, Pierre. J'écoute. Vous voulez humilier Julien. Vous voulez le voir transpirer avant d'anéantir son deal d'hier mardi?
Je peux vous offrir le premier rang. Venez au gala Obsidienne samedi. Soyez mon cavalier. Marchez sur le tapis rouge avec moi. Laissez Julien nous voir ensemble. Pierre avait ri d'un rire grave et sombre. Marie, ça provoquerait une fusion nucléaire dans les tabloïds. Julien perdrait la tête. Il est extrêmement possessif des choses qu'il pense posséder, même après les avoir jetées. Exactement, avais-je dit. Il pense que je suis en Normandie à pleurer sur un jardin. Je veux entrer et lui rappeler que c'est moi qui sais où sont enterrés les corps. Et vous avoir à mes côtés, c'est l'ultime coup de force. De plus, je vous promets que ma tenue ne vous embarrasserait pas. J'ai toujours admiré votre esprit, Marie. Vous étiez la seule dans cette entreprise à avoir un cerveau, avait dit Pierre. Très bien. Mon jet viendra vous chercher à Paris demain matin. Nous arriverons au gala ensemble. Mais soyez prévenus, si nous faisons ça, nous déclarons la guerre. J'ai déjà allumé la mèche, Pierre, avais-je répondu. Le samedi soir était arrivé. Le gala Obsidienne se tenait au Grand Palais. C'était l'événement de la saison. La file de paparazzi était dense, les flashs crépitaient comme des stroboscopes, alors que les limousines déposaient l'élite de la ville. Julian Pendergrass était sorti d'une Rolls-Royce blanche. Il avait l'air fringant, quoique suffisant. À son bras se trouvait Sophie Lacroix. Sophie portait le Dior sur mesure. Il était rose bubblegum vif avec des plumes. C'était une robe belle, techniquement, mais sur elle et à un événement appelé Obsidienne, elle semblait désespérée. Elle criait « Regardez-moi ». Elle saluait les caméras, lançait des baisers, vérifiant les moniteurs pour voir si elle captait son bon profil. « Julien, Sophie, par ici !» criaient des photographes. « Est-ce vrai pour le divorce? »« Sophie, ce sont de vrais diamants? » Julien avait souri, son sourire plaqué guidant Sophie le long des escaliers. Il se sentait comme un roi. Il avait sa jeune et sexy potiche, il avait l'entreprise. Il avait effacé le passé beige et ennuyeux. À l'intérieur de la grande salle, l'atmosphère était électrique. Le champagne coulait à flot. L'élite se mêlait. Julien tenait la cour près du temple de Dendour, présentant Sophie à des membres du conseil mal à l'aise. « Voici Sophie, elle est dans les médias », avait dit Julien à un sénateur. « Les médias sociaux », avait corrigé Sophie, mâchant du chewing-gum. « J'ai plus de followers que votre État n'a d'habitants. » Le sénateur avait forcé un sourire et s'était excusé. Julien avait froncé les sourcils. « Sophie, peut-être que tu devrais te calmer un peu. »« Détends-toi, Julien. Il m'adore, » avait-elle dit, avalant un verre de champagne. Soudain, le bruit dans la pièce avait changé. Habituellement, un gala est un bourdonnement constant de bavardage, mais le son avait commencé à baisser. Cela avait commencé à l'entrée et avait traversé la pièce comme une vague. Silence. Un silence abasourdi. Julien s'était retourné, agacé. Qui retarde la file? Est-ce le président? Il avait regardé vers l'énorme entrée de l'escalier. Au sommet des escaliers se tenait un couple. Un homme, c'était Pierre Delacroix, grand, portant un smoking bleu nuit, coupé si parfaitement qu'il aurait pu couper du sang, ressemblant au frère maléfique et plus riche de James Bond. Mais personne ne regardait Pierre. Il regardait la femme à son bras, Marie. « Je la vois d'ici », pensait Julien. « Ce n'est pas elle. C'est impossible. La femme que j'ai laissée, c'était un vieux peul et des yeux fatigués. C'était de la fin d'une époque, un chapitre fermé. Ça devait l'être. Mais là, ce n'est pas Marie. C'est une autre féminine, une inconnue, forgée dans l'ombre et la détermination. Son corps, que j'avais ignoré, minimisé, pendant des années, était mis en valeur par cette robe noire. Chaque courbe était une ligne de force. Elle n'avait jamais été aussi imposante. Comment? Quand? Ses épaules, cette taille, et ce cou où brillait cette pierre, ce rubis rouge sang qui semblait me regarder. Son regard ne me quittait pas, et c'était pire que tout. Ce n'était pas de la rage, pas de la tristesse, c'était de l'indifférence.
comme si j'étais une anomalie dans le paysage, à peine digne d'un regard prolongé. Mon sang s'est glacé. C'était elle et elle ne m'appartenait plus. Pire, elle ne voulait même plus m'appartenir. Elle ne ressemblait pas à Marie. Elle ressemblait à une déesse sombre qui s'était levée des profondeurs de l'océan pour tous les noyer. La robe l'était en velours Venta Black. Elle absorbait les flashs des caméras, créant une silhouette qui ressemblait à une déchirure dans le tissu de la réalité. Elle épousait son corps comme une seconde peau, dévoilant une silhouette que Julien avait ignorée pendant des années, des courbes sculptées par le Pilate. Il ne savait même pas qu'elle en faisait. Une taille parfaite. Le décolleté plongeait profondément, révélant une peau qui brillait d'un soin lumineux et coûteux, et autour de son cou reposait le cœur de la furie. Les diamants noirs scintillaient sombrement, et le rubis massif reposait dans le creux de sa gorge comme une goutte de sang frais. Ses cheveux n'étaient plus en chignons désordonnés. Ils étaient lisses, raides et séparés au milieu, tombant sur son dos comme un drap d'obsidienne. Son maquillage était féroce, un œil charbonneux qui la rendait dangereuse, et des lèvres peintes d'un rouge cramoisillement. Elle n'avait pas souri. Elle n'avait pas salué. Elle avait simplement posé sa main sur le bras de Pierre et avait commencé à descendre les escaliers. Clic, 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 puis l'explosion. Les photographes étaient devenus fous. Les flashs étaient si intenses qu'ils étaient aveuglants. Marie, Marie, par ici. Qui portez-vous? C'est Pierre Delacroix. Regardez le collier. Sophie Lacroix avait laissé tomber son verre de champagne. Il s'était brisé sur le sol, éclaboussant de liquide rose ses propres chaussures à plumes. Personne ne l'avait même regardé. Julien avait senti son sang se glacer. Il ne pouvait pas bouger. Il fixait sa femme, son ex-femme, et son cerveau ne pouvait pas traiter l'image. C'était la femme qu'il appelait Ringard. C'était la femme à qui il avait dit d'aller découper des bons de réduction. Elle avait l'air royale. Elle avait l'air terrifiante. Elle avait l'air coûteuse. Marie avait atteint le bas des escaliers. Elle avait scanné la pièce, ses yeux se posant sur ceux de Julien. Elle n'avait pas détourné le regard. Elle n'avait pas tressailli. Pierre s'était penché et lui avait chuchoté à l'oreille, la faisant éclater d'un rire rare et sincère qui avait résonné dans le hall silencieux. C'était un rire de liberté. « Prête à dire bonjour ?» avait demandé Pierre. « Allons-y » avais-je dit. Il s'était dirigé directement vers Julien et Sophie. La foule s'était écartée comme la mer Rouge. Julien avait essayé de se ressaisir. Il avait redressé sa cravate, mais ses mains transpiraient. Marie avait étouffé Julien alors qu'elle s'approchait. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? » Je m'étais arrêté. J'avais regardé Sophie, balayant la robe à plumes roses de haut en bas, avec une expression d'amusement. « Bonjour, Julien, » avais-je dit, ma voix lisse comme du velours. Sophie, jolie plume, 13 rue Sésame. Sophie l'avait ouvert la bouche pour rétorquer, mais les mots étaient morts dans sa gorge. Elle avait regardé mon rubis, puis son propre bracelet de diamants. Soudain, ses bijoux ressemblaient à des jouets de boîte de céréales. Et Pierre avait craché Julien, regardant le Britannique. « Je ne savais pas que vous vous connaissiez. »« Oh, nous nous connaissons depuis longtemps, » avait souri Pierre, ses yeux froids. Marie me parlait justement de l'acquisition d'IA, des chiffres fascinants. Nous avons beaucoup à discuter. Julien n'avait pas pâli. C'est une affaire confidentielle de l'entreprise. Plus maintenant, avais-je dit doucement. Je suis actionnaire, Julien, une actionnaire majeure, et j'ai des inquiétudes concernant la direction. J'avais fait un pas de plus vers Julien, envahissant son espace personnel. Je sentais le parfum sur mesure qu'Henri m'avait donné, rose sombre, cuir et fumée. « Tu m'as dit de me nettoyer, Julien. » avais-je chuchoté assez fort pour que les journalistes proches l'entendent. Je l'ai fait. J'ai frotté 80 kilos de poids mort et je me sens beaucoup plus légère. Julien était resté figé, la bouche légèrement ouverte. J'avais souri, lui tournant le dos, et j'étais parti avec Pierre,
la traîne de ma robe noire balayant l'endroit où Sophie avait renversé son verre, le nettoyant. Les caméras avaient de nouveau flashé et Julien avait su à ce moment-là que la photo en première page de demain ne serait pas de lui et de son nouveau jouet. Ce serait de la reine qu'il avait follement tenté de détrôner. Mais la nuit ne faisait que commencer. Je n'étais pas venu seulement pour être belle. J'étais venu pour laisser tomber une bombe et je tenais le détonateur dans ma pochette. Le dîner à l'intérieur du temple de Dendur avait été une masterclass en guerre psychologique. Le plan de table que Julien avait arrogamment réorganisé pour se placer, lui et Sophie à la table d'honneur, avait été mystérieusement modifié à nouveau. Pierre et moi étions assis juste en face d'eux. Chaque fois que Julien levait les yeux de son assiette de pétoncle poêlé, il était confronté à la vision de sa femme, radieuse, sombre et riant de quelque chose que Pierre lui chuchotait. Le cœur de la furie, le rubis à ma gorge, semblait pulser sous les lumières du musée, un rappel constant du sang qu'il avait tiré de notre mariage. Sophie était en train de s'effondrer. Elle s'attendait à être la reine du bal. Au lieu de cela, elle était traitée comme un meuble invisible. Les rédacteurs de Vogue et de Harper's Bazaar avaient ignoré ses plumes roses pour m'interroger sur la silhouette Vasseur. « Pourquoi il m'ignore ?» avait sifflé Sophie, piquant un pétoncle. « J'ai 3 millions de followers. Elle a une carte de bibliothèque. »« Baisse la voix » avait claqué Julien, buvant son 3e verre de vin. Il transpirait. Il avait remarqué les autres invités à la table. Des PDG de firmes technologiques rivales, un sénateur et un magnat du pétrole écoutaient attentivement Marie. « Le marché évolue, disais-je, ma voix claire et autoritaire. La technologie n'est plus une question de matériel. C'est une question de gestion éthique des données. Si le leadership d'une entreprise est compromis, l'algorithme pourrit de l'intérieur. » J'avais croisé le regard de Julien en prononçant « compromis ». Le PDG d'Omnicorp, un homme que Julien essayait de séduire depuis des mois, avait hoché la tête gravement. « Vous avez raison, Marie, la stabilité au sommet est cruciale. La volatilité est un facteur de risque. » Il avait jeté un coup d'œil à Sophie qui vérifiait actuellement ses dents dans un miroir de poche. Julien n'en pouvait plus. Il s'était levé brusquement. « J'ai besoin d'air. » Il s'était dirigé vers la terrasse donnant sur la Seine. Il avait besoin de se ressaisir. Il avait besoin de se rappeler qu'il était le milliardaire. Il était le génie. Et Marie n'était qu'une ex-aigrie. Il n'avait pas entendu le doux cliquetis de talons derrière lui. « Vous fuyez déjà ?» Julien s'était retourné. J'étais là, dans l'embrasure de la porte, le vent saisissant la soie de ma robe. Je ressemblais à une némésis sortie d'un film noir. « Tu aimes ça », avait dit Julien, sa voix tremblant de rage contenue. « Tu penses que jouer à te déguiser change quelque chose? Tu es toujours virée, Marie. Tu es toujours dehors. » Je m'étais dirigé vers la balustrade. Je ne l'avais pas regardée. Je regardais les lumières de la ville. « Je n'ai pas signé les papiers, Julien. » Julien avait ri nerveusement. « Alors mes avocats les feront appliquer. Tu n'as aucun levier. » « J'ai bâti Pendergrass Tech. »« Tu as bâti l'enveloppe, avais-je corrigé, me tournant vers lui. »« J'ai bâti le moteur et je sais où le moteur fuit. » J'avais fait un pas de plus. « Je connais le projet Janus, Julien. » La couleur avait si vite quitté le visage de Julien qu'il avait l'air d'un cadavre. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Le projet Janus, avais-je répété, savourant les mots. La société Écran Offshore au Luxembourg, où tu as caché la dette du lancement raté de la micropuce l'année dernière. Tu as transféré les pertes de l'entreprise vers une entité privée pour maintenir le cours de l'action artificiellement élevé avant la fusion IA. C'est de la fraude boursière, Julien. C'est 15 ans de prison fédérale. » Julien avait serré la balustrade de pierre. « Tu n'oserais pas. Si l'action chute, tu perds la moitié de ton règlement. » « Je ne veux pas du règlement, » avais-je dit, mes yeux froids et durs. « Je veux la vérité, et je suis prête à brûler ma moitié de la fortune pour m'assurer que tu ne gardes pas la tienne. » Juste à ce moment-là, la porte de la terrasse avait été ouverte en grand. Sophie avait trébuché,
tenant un verre de champagne frais, l'air chancelant. « Ah, te voilà, Julien, » avait-elle bafouillé légèrement. « Ils servent le dessert. C'est du chocolat. »« Allez, arrête de parler à la bonne. » Elle avait ri de sa propre blague. « Tu comprends, parce qu'elle nettoyait tes désordres. » J'avais regardé Sophie pour la première fois. Mon expression s'était adoucie, non pas en gentillesse, mais en pitié. « Il ne t'épousera pas, Sophie, » avais-je dit doucement. « Tais-toi, » avait claqué Sophie. « Il m'aime. Je suis sa muse. Tu es sa distraction, » avais-je dit. Et les distractions coûteuses sont les premières choses à disparaître quand le budget se resserre. Et crois-moi, le budget est sur le point de se resserrer beaucoup. J'avais passé devant eux, retournant à l'intérieur. À la porte, je m'étais arrêté. « Profite du chocolat, Julien. C'est la dernière chose sucrée que tu goûteras avant longtemps. Je te vois à la réunion du conseil mardi. »« Tu n'as pas le droit d'être dans le bâtiment » avait crié Julien après moi. Je n'avais pas regardé en arrière. J'avais juste levé la main dans un vague salut. Le flash d'un appareil photo paparazzi, depuis les buissons en contrebas, avait capturé le mouvement. À l'intérieur, Pierre m'attendait avec un verre frais. « Vous avez déployé la charge utile » avait-il demandé. « La mèche est allumée » avais-je dit, prenant le verre. « Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre l'explosion. » Le mardi matin à Paris était gris et pluvieux, un décor approprié pour une exécution. La salle de conférence au 40e étage de Pendergrass Tech était une forteresse de verre et d'acier. La longue table en acajou était occupée par les 12 membres du conseil d'administration. Ils étaient assis dans un silence feutré. Julien était assis à la tête de la table. Il avait l'air terrible. Les cernes sous ses yeux étaient lourds, et son bronzage semblait s'être transformé en un jaune maladif. Il avait passé les 48 dernières heures à crier après des avocats, essayant de savoir si Marie avait vraiment des preuves du projet Janus. Ses avocats lui avaient assuré que les pistes étaient couvertes. « Elle bluffe », avait-il dit. « C'est un mouvement désespéré. » Mais Julien ne pouvait pas se débarrasser de l'image de Marie dans cette robe noire. « Ouvrons la réunion », avait dit Julien, sa voix rauque. « Premier point, l'acquisition de Sentient AI. Nous avons besoin d'un vote pour autoriser les fonds. »« Attendez », avait interrompu Marcus, un membre influent du conseil. « Avant de voter sur les dépenses de 2 milliards, nous devons aborder les rumeurs. L'action a chuté de 4% ce matin après la publication des photos du gala. Le marché est nerveux quant à la stabilité de la direction. Ma vie personnelle n'est pas l'affaire de l'entreprise, avait claqué Julien. Elle l'est quand votre vie personnelle implique un divorce public houleux avec la directrice financière qui a géré nos finances pendant 2 décennies, avait rétorqué Marcus. Où est-ce Marie? Pourquoi n'est-elle pas là pour présenter l'évaluation trimestrielle des risques? Marie est en congé sabbatique, avait menti Julien. Elle est en train de quitter l'entreprise pour se concentrer sur la philanthropie. Clac, clac, clac. Le son de talons durs sur le marbre devant les portes vitrées l'avait interrompu. Les portes s'étaient ouvertes. Je suis entré. Je ne portais pas la robe noire aujourd'hui. Je portais un tailleur pantalon blanc, impeccablement coupé et d'une luminosité aveuglante. C'était la couleur d'une page blanche ou d'une flamme ardente. Je n'étais pas seul. À mes côtés se trouvaient 2 hommes en costume sombre portant des mallettes. Et à l'horreur de Julien, Pierre Delacroix, désolé d'être en retard, avais-je dit, sereine et calme. La sécurité a essayé de désactiver mon badge. J'ai dû leur rappeler que je possède toujours 15% de cette entreprise. Dehors! Julien s'était levé, pointant d'un doigt tremblant. Sécurité! Asseyez-vous, Julien, avait dit Pierre Delacroix. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un marteau-piqueur. Il s'était dirigé vers le siège vide à l'extrémité opposée de la table, le siège du Challenger. « Vous n'avez pas le droit d'être ici, Delacroix, » avait grogné Julien. « C'est une réunion à huis clos. »« En fait, » avait dit Pierre, ouvrant un dossier en cuir, « je suis ici en tant que représentant de Sentient AI, la société que vous essayez d'acheter.
Les membres du conseil d'administration avaient murmuré, confus. J'ai acheté une participation majoritaire dans Sentient hier matin, avait annoncé calmement Pierre, et je rejette formellement l'offre de Pendergrass Tech. Julien avait senti la pièce tourner. Quoi? Mais l'accord était scellé. Il était scellé, avais-je interjeté, posant ma propre mallette sur la table, jusqu'à ce que le vendeur découvre que l'acheteur était insolvable. Insolvable, avait demandé Marcus, regardant Julien. Julien, de quoi parle-t-elle? J'avais ouvert ma maillette. Je n'avais pas sorti quelques papiers. J'avais sorti une pile épaisse de documents liés par un ruban rouge. Ceci, avais-je dit, faisant glisser la pile sur la table vers Marcus, est un audit forensique des dépenses discrétionnaires du PDG au cours des 18 derniers mois. J'avais commencé à faire le tour de la table, narrant pendant que les membres du conseil feuilletaient les pages. Page 4, avais-je dit. 150 000 € libellés honoraires de consultant marketing payés à une SARL-T. Lacroix. Sophie Lacroix. Julien. Sophie a-t-elle un diplôme en marketing dont je n'ai pas connaissance? Ou est-ce le coup du bracelet qu'elle portait samedi? Julien ne pouvait plus respirer. Page 12, avais-je poursuivi, ma voix s'élevant. Des vols en jet privé vers Milan, Paris et les Maldives, répertoriés comme acquisition de clients. La liste des passagers ne contient que 2 noms, Julien Pendergrass et Sophie Lacroix. C'est ridicule, avait balbutié Julien. Ce sont des avantages de PDG. C'est du détournement de fonds, avais-je dit, claquant ma main sur le dossier de la chaise de Julien. Il avait tressailli, mais ce n'est que des peccadilles, Julien. Le véritable crime est à la page 50. La pièce était devenue d'un silence de mort. Marcus avait tourné à la page 50. Projet Janus, avait murmuré Marcus. Julien a créé une société écran pour absorber les pertes de la division micropuce, avais-je expliqué au conseil. Il a truqué les comptes pour maintenir le cours de l'action à un niveau élevé afin que son bonus de performance se déclenche. Il a fraudé les actionnaires. Il vous a fraudé. Julien avait regardé les membres du conseil. Leurs visages n'étaient plus confus. Ils étaient furieux. C'étaient des hommes et des femmes qui pouvaient aller en prison pour les mensonges de Julien. « C'est un mensonge !» avait crié Julien, la sueur coulant sur son visage. « Seulement, c'est une ex-femme jalouse qui essaie de me ruiner. » « Les virements sont signés par vous, Julien, avais-je dit. Signature numérique, horodatage, adresse IP. J'ai tout. » Je m'étais tourné vers Pierre. « Monsieur Delacroix, en tant que propriétaire de Sentient AI, vendriez-vous votre entreprise à une entreprise sous enquête fédérale pour fraude boursière? » « Absolument pas, avait dit Pierre, fermant son dossier. En fait, je conseillerais au conseil que, à moins d'une action immédiate, je rendrai cette information publique au fisc d'ici midi aujourd'hui. » Marcus s'était levé. Il avait regardé Julien avec un dégoût pur. « Julien Pendergrass, avait dit formellement Marcus, je propose de vous démettre de vos fonctions de PDG avec effet immédiat pour faute grave. Ai-je un second? Second avait dit avait dit la femme à la droite de Julien sans hésitation. Tous pour? 11 mains s'étaient levées. Julien était resté assis là, seul, l'homme qui voulait être roi. Vous êtes viré, Julien, avait dit Marcus. La sécurité vous escortera. Laissez votre téléphone et votre ordinateur portable. Julien s'était levé, ses jambes tremblantes. Il m'avait regardé. Il voulait crier, frapper quelque chose, supplier, mais il avait vu le regard dans mes yeux. Ce n'était pas du triomphe, c'était de l'indifférence. Il n'était plus un mari ou un partenaire, ni même un ennemi. Il était juste un mauvais investissement que j'avais finalement liquidé. « Tu as tout ruiné », avait chuchoté Julien. « Non, Julien, avais-je dit, lissant le revers de mon tailleur blanc. J'ai juste équilibré les comptes. 2 gardes de sécurité, des hommes que Julien avait embauchés, s'étaient avancés. « Par ici, Monsieur Pendergrass. »
Alors que Julien était emmené hors de la salle vitrée, il avait aperçu Sophie Lacroix, debout dans le hall, tenant un sac de course. Elle l'avait vu, flanqué de garde, l'air brisé. Elle n'avait pas couru vers lui. Elle avait vérifié son téléphone, s'était retournée et s'était dirigée vers la sortie. Les portes s'étaient refermées. La salle de conférence était silencieuse. Alors, avais-je dit, prenant le siège à la tête de la table. Maintenant que les poubelles ont été sorties, allons-nous discuter de la restructuration de cette entreprise? Pierre avait souri de l'autre bout de la table. Je crois que Sentient AI serait très intéressé par une fusion, à condition que le nouveau PDG soit quelqu'un en qui j'ai confiance. Je pense que cela peut s'arranger, avais-je souri. Le trottoir devant Pendergrass Tech était froid. Il pleuvait encore. Julien était sous l'auvent, serrant une boîte en carton contenant une agrafeuse, un cadre photo face vers le bas et un bonsaï mort. Il avait sorti son téléphone pour appeler une voiture. L'application avait chargé, puis avait affiché une notification rouge. Mode de paiement refusé. Il avait fixé l'écran, il avait essayé sa carte d'entreprise. Carte désactivée. Il avait essayé son compte Amex Platine personnel. Compte gelé en attendant l'enquête. Un talon rose vif était apparu dans son champ de vision. Sophie Lacroix était là, faisant défiler son téléphone, s'abritant sous un énorme parapluie tenu par un portier d'hôtel qu'elle avait charmé. « Sophie, » avait dit Julien, le soulagement l'envahissant. « Dieu merci, mes cartes bug. C'est la faute de la banque, évidemment. Appelle un Uber Black. Allons au Four Seasons. J'ai besoin d'un verre. » Sophie n'avait pas levé les yeux de son écran. Son pouce supprimait rapidement des photos de son Instagram, spécifiquement toutes les photos d'elle et de Julien. Sophie. Elle l'avait finalement regardé. L'adoration avait disparu. La personnalité pétillante s'était évaporée. À la place, il y avait le regard froid et dur d'une transaction commerciale qui avait mal tourné. « Je ne peux pas, Julien, » avait-elle dit platement. « Comment ça tu ne peux pas? Je suis ton partenaire. »« Tu es une responsabilité, » avait-elle dit, rangeant son téléphone dans sa poche. « Mon agent vient d'appeler. Il dit qu'être associé à un PDG sous enquête fiscale est un poison pour la marque. J'ai un contrat de sponsoring avec une entreprise de gomme capillaire végétalienne. Julien, je ne peux pas risquer ça pour un homme qui ne peut même pas payer un taxi. »« Je t'ai faite, » avait crié Julien, sa voix se brisant. « Je t'ai acheté cette robe, ce bracelet. » Sophie avait baissé les yeux sur le bracelet de diamant. Elle avait haussé les épaules, l'avait détaché et l'avait laissé tomber dans sa boîte en carton. « Garde-le, c'est de la pacotille, de toute façon. Je l'ai fait évaluer hier. Tu es un radin, Julien. C'est ça ton problème. Tu voulais une vie de champagne avec un budget de bière et tu as utilisé tout le monde pour l'obtenir. » Un SUV noir s'était arrêté. Non pas pour Julien, mais pour Sophie. Elle avait ouvert la porte. « Où vas-tu? » avait demandé Julien, sa voix faible. « Dubaï, » avait-elle dit. « J'ai rencontré un baron du pétrole en DM pendant que tu te faisais virer. Il déteste la technologie, il adore les plumes. » Elle avait claqué la porte. Le SUV avait démarré en trombe, éclaboussant d'eau boueuse le pantalon de costume sur mesure de Julien. 6 mois plus tard, le rebranding de Pendergrass Tech était l'étude de cas d'entreprise de la décennie. Le nom Pendergrass avait été retiré du bâtiment dans les 48 heures suivant la réunion du conseil. L'entreprise s'appelait désormais simplement Foundry Systems. Cela symbolisait un retour à la construction de choses durables. Je suis assise dans le bureau du PDG. Il a changé. Le verre et le chrome stérile et intimidant que Julien aimait ont disparu. La pièce est maintenant remplie de bois chaud, d'or et de lumière. Je consulte le rapport de résultats du 3e trimestre. Les revenus sont en hausse de 18%. La fusion avec Sentient AI a créé un mastodonte qui domine le marché, mais le fait avec une transparence qui a regagné la confiance de la place boursière. On frappe à la porte. Pierre Delacroix entre. Il ne porte pas de smoking aujourd'hui, mais il a toujours l'air d'une élégance sans effort dans un pull anthracite et un jean.
Vous travaillez tard, Madame la PDG, dit-il en posant 2 cafés sur mon bureau. Vieilles habitudes? J'ai souri, prenant une tasse. Vous avez vu les nouvelles? Oui, dit Pierre, s'asseyant sur le bord de mon bureau. L'audience de détermination de la peine avait lieu aujourd'hui. J'ai hoché lentement la tête. J'ai regardé par la fenêtre le panorama parisien. Julien avait plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de fraude boursière et de détournement de fonds. En échange d'une peine plus légère, il avait liquidé tous ses actifs pour rembourser les actionnaires. L'appartement terrasse avait été vendu. Les voitures avaient été vendues aux enchères. La maison de campagne en Normandie avait disparu. 3 ans en sécurité minimale, avais-je dit doucement, est une interdiction à vie de servir en tant qu'officier d'entreprise. Il s'en est bien tiré, remarqua Pierre. Il a détruit les moyens de subsistance des gens pour alimenter son ego. Il s'est détruit lui-même, avais-je corrigé. Je lui ai juste tendu l'appel. Pierre a plongé sa main dans sa poche. En parlant de liquidation, j'ai assisté à la vente aux enchères d'actifs ce matin en votre nom, comme demandé. Il a sorti une petite boîte en velours. J'ai eu le souffle coupé. Je l'ai ouverte. À l'intérieur reposait une modeste bague de diamants vintage. Elle n'était pas énorme, elle n'était pas impeccable. Mais c'était la bague que mon père avait donnée à ma mère en 1970. La bague que j'avais vendue 20 ans plus tôt pour acheter le premier rack de serveur pour une start-up appelée Pendergrass Tech. Julien l'avait rachetée il y a des années. Apparemment, il l'avait gardée dans un coffre-fort, non pas pour me la rendre, mais comme un trophée, un rappel de ce que j'avais sacrifié pour lui. Vous l'avez rachetée, avais-je chuchoté, les larmes me montant aux yeux. J'ai surenchéri sur un collectionneur de Tokyo et sourit Pierre. Je pensais qu'elle appartenait à la personne qui en comprend vraiment la valeur. J'ai sorti la bague. Je ne l'ai pas mise à mon doigt. J'ai fermé mon poing autour d'elle, sentant le métal froid se réchauffer contre ma peau. Merci, Pierre. Alors, a dit Pierre, se levant et me tendant la main. Maintenant que le passé est officiellement récupéré, je crois qu'il y a un gala au Centre Pompidou ce soir et j'ai un nouveau smoking que je meurs d'envie de montrer. J'ai regardé la bague, puis l'homme qui m'avait soutenu quand je n'étais rien d'autre qu'une ex-femme ringarde dans un pull beige. J'ai mis la bague dans ma poche. C'était un rappel d'où je venais, mais je n'y retournais pas. « Donnez-moi 10 minutes », ai-je dit, mes yeux pétillants d'un feu renouvelé. J'ai une robe d'Henri Vasseur que je gardais pour un tour d'honneur. Et aujourd'hui, on ne sait jamais vraiment. Je me sens plus ancré, plus moi. La colère est toujours là parfois, mais c'est une braise, pas un incendie. Cette histoire avec Julien, elle a laissé des cicatrices, c'est sûr. Des blessures, des doutes qui reviennent par vagues. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Ou est-ce que j'aurais dû juste prendre l'argent et me cacher comme il le voulait? C'est le genre de questions qui vous suivent. Mais regarder la ville depuis mon bureau, savoir que je construis quelque chose de différent, de plus juste, ça apaise. La bague dans ma poche, elle ne pèse pas le même poids qu'avant. C'est mon histoire, avec ses pages déchirées et ses chapitres lumineux. Et c'est bien comme ça.